Une journée de grève nationale apparemment bien suivie. Quelle suite ces prochains mois? Quelle place pour la concertation sociale en Belgique en 2025 et dans les prochaines années? Tout cela va-t-il évoluer? Les grands mouvements sociaux font-ils partie de l'histoire de Belgique? On a beaucoup de choses à se dire. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille pour tout cela, et bien notamment Mounia Medaoui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez à la centrale générale de la FGTB. On fera avec vous notamment le bilan de cette journée de grève générale lundi. Alain Deneve, bonjour. Vous êtes député bruxellois pour les engagés. Vous avez été dans une autre vie un entrepreneur, parole peut-être plus patronale et politique, évidemment. Et puis Francine Boll, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'ULB, maîtresse de conférences, historienne. Vous vous intéressez aux mouvements sociaux. Vous intervenez évidemment quand vous le voulez. On a beaucoup de questions sur l'histoire des mouvements sociaux et leur évolution à travers le temps. Mes premières questions pour vous, Madame Medaoui. Alors, bilan positif, on l'a dit dans la presse. Mais d'abord, comment est-ce que vous qualifiez et comment est-ce que vous jaugez un mouvement qui a été finalement très dispersé? Ce n'était pas un grand rassemblement. Alors, comment vous pouvez dire que c'était un succès? Sur base de quoi, honnêtement? Alors, sur base avant tout du taux de participation, du nombre de travailleurs qu'on voit dans les différents piquets de grève et dans les différents rassemblements, parce qu'il n'y a pas eu que des piquets de grève, il y a aussi eu des rassemblements, et notamment à la place de Brouckère, où il y a eu les artistes, où il y a eu les titres-services qui se sont rassemblés. Et donc, au nombre de personnes qui ont émis le souhait à l'avance, en sachant qu'il y avait une grève nationale le 31 mars, de dire « moi je veux y participer ». On a eu quand même pas mal de travailleurs, de délégués syndicaux, de militants qui ont dit « moi je participe, moi je veux mettre un piquet de grève devant telle ou telle entreprise, de manière pacifiste évidemment, mais je veux être de la partie, je veux être là ». Mais on ne peut pas chiffrer, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu autant de personnes en grève. On ne sait d'ailleurs pas si tous ceux qui auraient été en grève sont restés chez eux ou sont venus au piquet. Ça, c'est plus compliqué à évaluer. Alors la grève, c'est aussi rester chez soi, parce que la grève, c'est aussi aller faire mal quelque part à son employeur et ne pas prester ce jour-là, de ne pas produire ce jour-là. Et donc oui, effectivement, il y a des personnes qui sont restées chez eux et qui, pour eux, c'était aussi un mouvement de grève. C'est aussi un mouvement de grève. Alain Deneve, vous direz que c'est un succès, vous pouvez le reconnaître, ou bien on pouvait s'y attendre, nouveau gouvernement, nouvelle mobilisation. Vous avez été surpris par l'ampleur de ce que vous avez vu dans la presse. Bon, j'imagine au niveau du Parlement, les collaborateurs étaient là pour la plupart. Surpris non, parce qu'on connaît l'attachement des Belges à à la défense de leurs droits, et notamment la question de la pension, donc qui ne serait pas intéressé à son propre devenir. Mais vous savez, la fonction d'un homme politique, d'une femme politique et puis d'un parti politique, c'est d'être à l'écoute de la société, de se dire, tiens, tel message nous est envoyé. Mais la noblesse d'un parti politique, c'est de faire ce que ce parti, avec d'autres, on est généralement dans des gouvernements de coalition, pense juste et nécessaire pour la population. Et donc là, que des gens, par exemple, autour de la question des pensions, s'inquiètent, se posent des questions est légitime, qu'ils fassent grève est tout aussi légitime. Le droit de grève chez nous fait vraiment partie de notre ADN social. Ce n'est pas pour autant que dans toutes leurs revendications, ils ont raison. Et donc, alors je reviens vers vous, Madame Medaoui. Il y a d'autres actions qui sont annoncées. L'idée, c'est quoi? C'est à un moment donné de forcer vraiment un dialogue ou bien d'obtenir un retrait pur et simple, par exemple des réformes évoquées, pas encore toutes déposées en texte au Parlement, notamment sur les pensions. On pourrait parler d'autres, sur le statut d'artiste qui a mobilisé beaucoup de monde aussi. Non, effectivement, c'est de forcer un dialogue qui, au jour d'aujourd'hui, n'existe pas encore pleinement. Et j'ai encore vu le secrétaire général de la FGTB ce matin qui me confirmait qu'il n'y a eu aucune tentative non plus du gouvernement d'aller vers les partenaires sociaux pour discuter de certains points, si ce n'est avec le service public pour le point des pensions notamment. Mais tout le reste n'a pas encore été discuté avec les partenaires sociaux et donc avant tout c'est pour forcer le dialogue. Ça se force le dialogue, il y a quand même une porte ouverte à une forme de négociation. Vous n'êtes pas parlementaire fédéral, enfin vous siégez au bureau de votre parti, vous connaissez ces questions. Le dos rond, on est dans un schéma, je veux dire, traditionnel de contestation sociale pour l'instant ou pas, Alain Deneve? Je pense que c'est le rôle des syndicats d'organiser les mouvements qu'ils jugent utiles pour, dans leur chef et dans leur idée, représenter les travailleurs. Mais quand vous êtes en charge d'un gouvernement, je suis à Bruxelles, mais je connais bien mes collègues du fédéral,
qu'on se retrouve avec la situation financière dans laquelle se trouve le pays et le danger pour notre système de pension, qui, si nous n'intervenons pas, va se dégrader au point d'être irrécupérable dans quelques années. Je pense que la première responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire ce qu'il croit juste et nécessaire. Francine Boll, cette opposition, ce discours quelque part, on nous retire un acquis, on y avait droit, et ce discours plus politique de dire mais ça on n'a pas le choix, on doit le faire sinon tout le système s'écroule, on l'entend beaucoup. On l'entend plus aujourd'hui ou c'est un discours récurrent dans les autres mouvements sociaux, ceux que vous enseignez à vos étudiants du LB? Il y a systématiquement cette réponse de, on le fait parce qu'on n'a pas le choix et sinon ça n'ira pas, ou on est vraiment à un moment charnière ici, vous pensez? Non, je pense que ça s'est déjà vu plusieurs fois dans l'histoire. Donc les grèves de 60-61, c'était effectivement aussi la loi unique, un plan de restriction budgétaire, parce qu'il fallait absolument redresser les finances de l'État. Voilà, ces arguments, tandis que du côté des travailleurs, effectivement, l'argument, c'était de défendre leurs différents droits et leur niveau de vie et de salaire, etc. Donc voilà, non, c'est pas nouveau. Je pourrais donner d'autres exemples de grève. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, peut-être, on est... les grèves s'analysent toujours dans des contextes particuliers. Donc, il y a des éléments de continuité, de discontinuité par rapport aux grèves d'avant. Donc, on n'est pas en 60-61. On est en 2025 avec une société qui a changé, une internationalisation aussi plus forte des entreprises. Et donc, ici, parce que j'ai beaucoup entendu, oui, il faut négocier... la grève, c'est contre le patronat et pas, s'effectue contre les patrons et pas contre un gouvernement. C'est une grève politique, etc. Mais ici, il y a la question qui s'est déjà vue aussi dans le passé, mais de manière moins prégnante, on va dire, d'un gouvernement qui met en place véritablement des mesures qui répondent aux exigences de ces multinationales sur un marché internationalisé et hyper concurrentiel. Et donc, ça vise à faire de la Belgique un pays concurrentiel. Alain Denif, le gouvernement fédéral, et puis on parlera après peut-être d'éventuelles applications à la région, si un jour on en a un, mais on ne fait que répliquer les demandes des multinationales? Alors, je ne crois vraiment pas. Je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que cela. Je suis d'accord avec Francine Boll de dire que dans ce jeu tripartite, chacun a un peu ses rites de langage depuis des dizaines d'années, les syndicats d'un côté, le patronat, et puis la troisième pointe du triangle, le gouvernement. C'est vrai. Mais objectivement, entre 61 et aujourd'hui, on n'est plus dans le même pays, on n'est plus dans le même contexte. On était encore dans les 30 glorieuses à l'époque. La question, c'était de se partager les fruits de la croissance. Et c'est là où le dialogue social a très bien fonctionné dans notre pays. À partir du moment où il n'y a plus grand-chose à se partager, parce que la croissance n'est plus là, tout ça devient plus tendu, la concertation sociale marche moins. Et alors, ce qui a changé, et Francine Boll y a fait allusion, c'est une totale internationalisation de l'économie, qui fait que si la Belgique n'est plus compétitive par rapport notamment à ses 3 voisins immédiats, elle a un problème immédiat qui aggravera sa situation économique. Est-ce que la presse fait bien son rôle, oui ou non? Préparez votre réponse, mais pour étayer les spectateurs, je vous propose une petite revue de presse, quelques extraits des articles de presse écrite, avec ça on a essayé de couvrir via des reportages, des interviews. On va commencer par deux extraits néerlandophones qu'on a traduits pour vous. Het Nieuwsblad qui nous dit moins d'un Flamand sur 2 soutient la grève, mais 7 sur 10 en comprennent les motifs. Si les Flamands sont inquiets, ne rien faire n'est plus une option. Voilà ce que analysait Het Nieuwsblad. Dans The Standard, un autre quotidien néerlandophone, les syndicats ne sont pas, ou plus, se demande le quotidien, en mesure de proposer d'alternatives. Il n'y a pas, pour le Standard, de plan à opposer à celui du gouvernement. Pour les francophones, on a été chercher ce qui était à lire dans le journal Le Soir. C'est vrai, nous dit Le Soir, que ce mouvement est regrettable, mais pour éviter qu'il ne se poursuive, il faut entendre le message. Et puis la Libre Belgique nous donne une réponse que j'ai trouvée intéressante à relever aussi. Elle nous disait, la Libre Belgique, le gouvernement a raison, les syndicats n'ont pas tort, chacun pourra se faire son avis. Madame Medaoui, le rôle de la presse, il est crucial et, très honnêtement, est-ce que vous trouvez que les journalistes sont à la hauteur? Ils sont de parti pris, pro-gouvernement, pro-patronat, pro-syndical? Vous pouvez y aller.
Alors, dans le cadre d'une grève, d'une manifestation, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un parti pris des médias. Mais c'est tout ce qui se passe avant la préparation d'une grève. Quand il y a une annonce d'une grève, là, oui, pas qu'il y ait un parti pris, mais c'est souvent un message très négatif. Hein. Une grève, ça veut dire que je ne pourrai pas aller travailler, ça veut dire que mon rendez-vous chez le médecin sera peut-être annulé. J'ai des obligations ce jour-là et elles vont être annulées. Et c'est dans ce sens-là que le message n'est pas positif quand il y a une annonce de grève ou de manifestation. Mais à côté de ça, c'est quand même regrettable qu'il n'y ait pas le message parallèle de dire pourquoi est-ce qu'on se mobilise ce jour-là, pourquoi est-ce qu'on fait une manifestation, pourquoi est-ce qu'on fait une grève, pour notamment défendre nos acquis, défendre une sécurité sociale pour laquelle on sait nos aïeux se sont battus à l'époque. Francine Boll, la presse, hein, elle se réduit, il y a moins de titres, moins de journaux, notamment écrits. Est-ce que ça influe quelque part le traitement, vous diriez ça? Et est-ce que vous faites confiance, vous, comme académique, à ce que vous lisez dans la presse, ou vous estimez qu'elle est de parti pris de nouveau sur les mouvements sociaux? On sait bien que la presse n'est pas neutre, évidemment. Donc, il y a des points de vue qui sont véhiculés dans la presse. Donc, voilà, la question, c'est de lire cette presse avec un regard critique. Et voilà. C'était mieux avant, on était mieux, on avait peut-être plus de sources d'informations dans la presse. Pas forcément. Là, je pense qu'il y a vraiment une constance. Voilà, il faut faire attention. Maintenant, peut-être qu'avant, on avait... Enfin, voilà, non, la situation est fortement fort différente pour pouvoir faire des comparaisons, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi les réseaux sociaux, tout ça qui intervient. Parce que j'allais dire, voilà, à l'époque, il y avait une presse peut-être militante, plus engagée. Voilà, il y avait des journaux, plus de journaux syndicaux, plus de... Voilà, mais bon, aujourd'hui, il y a d'autres supports, donc c'est pas un facteur... Vous basez sur quoi pour voir si finalement un mouvement est soutenu ou non par la population? Vous avez certainement des gens que vous rencontrez, des militants, des connaissances, etc. Mais quels sont vos petits baromètres? C'est la presse? Ce sont les réseaux sociaux? C'est autre chose? Et ce qui me frappe, notamment dans la presse classique, parce que les réseaux sociaux, c'est un petit peu difficile à monitorer, tellement c'est effervescent, mais dans les médias classiques, il me semble qu'on observe un phénomène de fond sur les 20-30 dernières années, c'est la microisation d'une grève, c'est-à-dire le fait d'essayer de voir quel est l'impact pour monsieur un tel ou madame une telle, avec « je ne pourrais pas aller travailler, mes enfants allaient... » Bon. Et donc, il y a une perte un petit peu de la vue d'ensemble. Alors, c'est peut-être plus people, mais je trouve qu'on perd évidemment dans le débat. Sur la question du contenu maintenant, moi, il m'a semblé, en lisant la presse des deux côtés de la frontière linguistique, qu'il y a évidemment quand même le fait de dire, attention, une grève, ça coûte de l'argent à la globalité. En même temps, le droit de grève, c'est un droit qui doit être qu'on doit continuer à respecter. Et je trouve que les médias disent en gros, il y a des bonnes raisons de faire grève, mais peut-on vraiment faire autrement que ce que le gouvernement aujourd'hui propose? Mounia Medaoui, est-ce que c'est l'absence du Parti socialiste, finalement peut-être le parti dont vous êtes le plus proche, au sein de la FGTB en tout cas, qui fait que finalement ça vous incite à faire plus grève? Parce qu'on l'entend aussi, et on peut l'imaginer, on peut le comprendre politiquement, vous n'avez plus de relais au sein du gouvernement pour vous opposer à un projet, du coup vous activez vos réseaux, vos actions. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand même? Le côté francophone, certainement, est lié avec le Parti socialiste, mais on a quand même une grosse partie néerlandophone qui est aussi liée avec le Vooruit. Et donc, c'est pas qu'on est seul, qu'on n'a pas d'interlocuteur directement. On a beaucoup d'échanges avec le Vooruit aussi, au niveau du gouvernement. Et donc voilà, il faut se mettre au diapason un petit peu des revendications qu'on a pour que le Vooruit puisse le porter au niveau du gouvernement. Malheureusement, voilà, c'est le seul parti de gauche aujourd'hui au gouvernement et qui n'a pas ce poids qu'on espérait aussi pour porter notre parole. Je vais être plus direct, Madame Boll, mais c'est une garantie de conflits sociaux quand les partis de gauche ne sont pas suffisamment présents ou carrément absents au sein du gouvernement fédéral. Dans l'histoire, on l'a déjà vu à d'autres moments, si on remonte au gouvernement Michel ou même au siècle passé. Une garantie de conflits sociaux? Ouais. Pas forcément, évidemment, ça dépend des mesures que prend ce gouvernement.
Et parfois, on a vu des mesures prises par des gouvernements dans lesquelles était impliquée la gauche, comme le gouvernement Di Rupo en 2012 a donné lieu à des grèves. Voilà, il y en a d'autres. Alors justement, quels sont les grands conflits sociaux qu'on a eus en Belgique et qui ont débouché sur quelque chose? Est-ce que finalement les acquis qu'on a eus, les acquis sociaux historiques qu'on a eus en Belgique, ont toujours été le fruit de luttes ou plutôt de périodes où il y avait, Alain Deneve disait, de la croissance, de l'argent à se partager? Quelles sont les grandes étapes? Parce que c'est pas toujours évident. On nous parle des congés payés, on nous parle de la sécurité sociale, on nous parle des pensions, mais tout ça a été gagné dans la lutte ou dans des moments où justement le climat était apaisé? Oui, alors pour répondre par rapport au contexte économique, évidemment que dans une période de croissance économique, il y a une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour accorder des concessions et des avantages. Et d'ailleurs, en général, les travailleurs ne s'y trompent pas. 1936, c'est une période de relance économique après le crash boursier de la crise des années 30. Et les travailleurs revendiquent de bénéficier aussi des fruits de la croissance. Et donc, on a une grève générale de plusieurs jours qui revendique notamment les congés payés, etc. Maintenant, en période de crise économique, on a aussi des grèves. Donc, il n'y a pas de règle, absolue. Par contre, pour moi, en tant qu'historienne, il est évident que l'histoire montre que sans conflictualité sociale, il n'y aurait pas eu... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'acquis, en tout cas de conquêtes sociales, qui résultent de cette conflictualité sociale, qu'il s'agisse de grèves, de manifestations, de mobilisations diverses et variées. Bon, le suffrage universel, la réduction de la journée de 8 heures, voilà, tout ça... on a vu, quand les grèves étaient interdites au XIXe siècle, la situation dans laquelle se retrouvaient les travailleurs. C'est ce levier qu'est la grève qui a permis d'obtenir un certain nombre d'acquis sociaux de manière générale. Oui, dans une perspective un petit peu historique, j'ai aussi un peu touché à l'histoire dans mon parcours d'études. Il faut quand même bien voir que deux avancées majeures des libertés civiles et de la sécurité sociale sont nées des deux guerres mondiales. Le suffrage universel après la première, la sécurité sociale intégrale après la seconde. Donc, il y a la question de la croissance économique, mais il y a aussi des événements, des césures profondes, comme les deux guerres mondiales. Maintenant, si vous regardez deux périodes de formidable croissance économique que nous avons connues en Europe. La première, en gros, 1870 jusqu'à la catastrophe de 1914, et puis les 30 Glorieuses. C'est là que beaucoup d'avancées sociales et syndicales ont eu lieu, parce que les possédants, comme on disait à l'époque, les employeurs, comme on dit aujourd'hui, voyaient bien qu'ils devaient lâcher du lest, et à juste titre, me semble-t-il, et ils auraient pu le faire plus vite et plus tôt, mais ils pouvaient aussi se le permettre parce qu'on était dans un contexte de grande croissance. Mais ces deux périodes-là sont en fait exceptionnelles dans l'histoire depuis 250 ans. Il faut bien s'en rendre compte. Francine Boll n'a pas l'air d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord avec parce qu'elle est en retard de temps de parole là-dessus. Mais quoi, donc vous estimez qu'est-ce qui n'est pas correct? On est dans une période de croissance comme dans les années 30. Donc les premières lois sociales qui sont adoptées à partir de 1887, c'est suite aux grandes émeutes de 1886 en Belgique qu'elles ont été adoptées. C'est pas par philanthropie. Voilà. Alors la sécurité sociale, non, mais parce qu'il y avait les moyens. Non, c'est parce qu'il y a eu une pression sociale. On est à ce moment-là en période de forte récession économique, d'ailleurs en plus. Par rapport à la sécurité sociale, je parle de la grève, mais aussi le spectre de la grève, qui joue dans l'adoption des avancées sociales. C'est-à-dire que déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a des tensions sociales très fortes, il y a énormément de grèves en Belgique, on ne parle pas de grève générale, mais il s'agit d'une grève généralisée, mais il y a aussi la révolution russe derrière, la révolution allemande. Donc voilà, disons que les possédants ont un peu peur et font un certain nombre de concessions. Pour la sécurité sociale en 1944, voilà, il y a quand même le spectre aussi. Il ne faut pas oublier que le spectre de la grève est quelque chose, au lendemain des guerres, généralement, on est dans une situation extrêmement tendue au niveau économique. Il faut que la relance se fasse. Et on a le souvenir qu'après 18, la relance ne s'est pas faite justement parce qu'il y a eu des grèves. Donc là, on va éviter à tout prix les grèves. Même dans les discussions du pacte social, c'est présent, cette idée d'assurer la paix sociale pour relancer
l'économie sur des bases effectivement plus distributives. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc il n'y a pas que... Voilà, il y a des patrons qui comprennent l'intérêt de négocier, etc. C'est pas ça la question, mais quand même... Si on monte moins loin dans l'histoire, on a quand même souvent entendu, notamment chez les syndicats, qu'il y avait ces dernières années des attaques contre le droit de grève. On se souvient de la loi anti-casseurs qui a finalement été retirée. C'est quelque chose auquel vous restez attentifs et... Sous question, est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné que le mouvement s'essouffle parce qu'il y en a d'autres, des actions que vous annoncez, et on entend quand même qu'on a un gouvernement qui est déterminé et qui nous rappelle qu'on n'a plus d'argent à se partager. Donc voilà, est-ce que vous craignez de voir des attaques, une réduction du droit de grève? Est-ce que le cas échéant, il faudrait vous adapter? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que vous arriverez à tenir dans la durée le calendrier d'action avec des grèves générales tous les mois? Mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à tenir dans le calendrier. Les attaques contre les syndicats, elles sont bien réelles. Les attaques contre ne serait-ce que les militants qui ne sont même pas, qui sont simplement affiliés à une organisation syndicale. Et j'en ai encore été témoin mardi matin dans un piquet de grève où une travailleuse a clairement été menacée par sa chef parce qu'elle était au piquet de grève à ce moment-là. Et le lendemain, la menace a été mise à exécution. Donc il y a réellement une attaque contre les mouvements syndicaux, contre les délégués syndicaux aussi, où on sent en fait depuis cet accord que les employeurs se sentent un peu plus libres d'attaquer les délégués syndicaux en entreprise. Alain Deneef, on voit que le climat social est chaud et les syndicats déterminés à l'échelle fédérale, à la région bruxelloise. Qui sait si un jour on aura un gouvernement, mais de toute façon il faudra bien à un moment donné un budget et on entend dire partout qu'il y aura des économies. Ça vous inquiète pour ce qui reste de la législature ici en région bruxelloise? Il va falloir faire des économies coûte que coûte et tant pis si ça fâche les syndicats? Il va falloir faire des économies quand vous avez un déficit budgétaire qui est à 20% des recettes de la région. Vous savez, les critères de Maastricht, c'est 3%. Ici, on parle de 20%, mais vous allez tout droit dans le mur. Donc, on va devoir faire des tas d'économies. Il y a des économies, beaucoup d'entre elles, qui ne vont absolument pas concerner le personnel. Mais moi, je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où, à un moment donné, les banques ne veulent plus prêter à la région bruxelloise et que celle-ci soit en cessation de paiement, car qui va être le premier impacté? Eh bien, celui qui travaille dans un des nombreux organismes ou dans l'administration de la région bruxelloise. Nous voulons à tout prix éviter ce scénario catastrophe. Mounia Medaoui, vous êtes attentive à la FGTB, à ce qui va sortir pour la région bruxelloise et d'économies qui devraient être faites même en l'absence d'un gouvernement de plein exercice? Effectivement, on est assez attentif à ce qui va se passer à la région bruxelloise et on l'a vu il y a quelques mois et c'est encore en cours, Audi, où la région bruxelloise est intervenue pour donner beaucoup d'argent à cette entreprise-là, qui finalement va quitter en laissant 4000 travailleurs sur le carreau. Donc oui, on va être attentif. Maintenant, j'aimerais quand même réagir à une chose. Les économies, je suis d'accord qu'il faille en faire, mais dans ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, les économies se font dans la poche du travailleur qui aujourd'hui ne cherche même pas à avoir un pouvoir d'achat, il cherche simplement à subsister, à survivre tout le mois avec le salaire qu'il gagne. Vous savez quoi? On va passer, et je sais que ce sera difficile, mais à l'argument recevable. Jingle. Alain Deneef, est-ce que vous avez entendu un argument recevable, par exemple, à la FGTB? J'en avais plutôt un pour Francine. Ouais, mais voilà, je me doutais que ce serait trop facile. Moi, j'entends l'inquiétude et ça veut dire que je dois, avec d'autres, la relayer au sein des instances qui sont les nôtres et conscientiser les gens sur le fait qu'il y a donc, à tout le moins, au moins, un devoir d'explication supplémentaire et mieux structuré à mener vis-à-vis des gens pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous proposons, même si ça ne leur plaît fondamentalement pas. Mounia Medaoui, est-ce que vous avez entendu un argument recevable chez Alain Deneef désengagé? J'allais dire exactement ce que M. Deneef a dit. L'argument recevable, on entend bien qu'il faille faire des économies. On le comprend parfaitement bien. La seule chose, c'est qu'on ne comprend pas comment ces économies ont été calculées et comment le calcul est inéquitable entre travailleurs et banque patronale. Mais j'entends l'argument qu'il faille faire des économies. Francine Boll, si vous reprenez votre casquette de professeur, imaginez que vous ayez assisté à un échange ou un examen oral de deux de vos étudiants. Il y en a un qui a eu un argument recevable, quelque chose de vraiment relevant, pertinent? Oui, il y a eu des éléments relevants et pertinents. Disons,
forcément, voilà, c'est aussi des impressions par rapport à la situation actuelle. Donc je comprends effectivement qu'il y ait des inquiétudes au niveau du monde politique, au niveau du monde patronal et bien sûr au niveau du monde syndical et du travail. Voilà, en tant qu'historienne, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points et dire ce que les gens, ce que les personnes, ce que les acteurs doivent faire. Mais par contre, peut-être... souligner que voilà, quand on remet en question des droits acquis depuis tellement longtemps, voilà, on risque aussi de se retrouver dans des situations qui deviennent compliquées à gérer d'un point de vue simplement social et politique. Merci. On aura l'occasion de reparler certainement d'autres mesures fédérales bruxelloises. Ce sera dans d'autres débats avec de nouveau beaucoup de questions pour nos invités. Belle fin de semaine.